Bonjour et bienvenue dans l'Avant-Garde, c'est Nicolas le cofondateur de Pongo et aujourd'hui je suis avec Arnaud Cheminot, Head of Growth chez 900 Care. Aujourd'hui on va parler de plein de choses, on va parler de diversification des canaux d'acquisition, on va parler du coût de funnel d'acquisition et on va parler aussi beaucoup d'UX et de parcours de conversion sur les sites e-commerce. Et avant tout, je vais te demander Arnaud de te présenter toi et ton parcours. Ça marche. Hello Nicolas, ravi d'être sur le podcast. Écoute, c'est assez simple comment je suis en arrivé là. Moi, j'ai plutôt un background product management, donc ce qui peut être un peu rare dans une startup d'e-commerce. En fait, c'est pas super courant. Souvent, tu as plus des marketeurs ou des gros hackers, des choses comme ça. Et en gros, j'ai commencé par créer une boîte il y a quelques années, dans un domaine qui n'avait rien à voir. Mais en fait, c'est vraiment ça qui m'a permis d'avoir une vision à la fois business et produit, en fait, qui m'a un peu suivi dans le reste de mon parcours. Après ça, en fait, je suis allé travailler dans une startup en tant que product manager. C'est là où j'ai un peu fait mes gammes sur ça. Et derrière, au bout de quelques années, j'ai été chassé par Emeric et Thomas, qui cherchaient donc au début à structurer la 900 Care. Ils venaient juste de faire une levée de fonds, en fait. Et ils voulaient recruter des bons profils pour un peu backer la boîte à tous les niveaux. Et au début, du coup, j'ai été recruté pour spécifiquement juste gérer le site. Après, mon scope a un peu évolué au fur et à mesure, ce qui fait que je suis maintenant Head of Growth. Mais au début, c'était vraiment cet aspect-là. Et du coup, j'ai peut-être un angle un peu spécifique sur le métier, vu que je suis vraiment... j'ai vraiment de l'expérience sur la partie conversion, funnel et un peu plus tech, on va dire, que la majorité des growth. Hyper intéressant, on en parlait juste avant, mais il y a Yann Lemad de Katz, du coup, avec qui on a discuté. Et effectivement, vous êtes tous les deux Head of Growth dans une DNVB, mais avec des parcours très différents. Le point commun, c'est que vous avez été entrepreneurs tous les deux. Si c'est pas indiscret, qu'est-ce qui fait que du coup, ton scope s'est élargi à être Head of Growth aujourd'hui ? En gros, c'était plus ou moins naturel. Au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre de plusieurs responsabilités. Et en fait, il y a un truc qui est vraiment très important, c'est qu'en fait, le funnel, c'est un peu dommage, on va dire, de l'interrompre à des segments spécifiques. Parce qu'en fait, tout est interconnecté. Le trafic que tu vas envoyer sur le site affecte énormément le taux de conversion. Donc, regardez uniquement le taux de conversion sur le site en isolation complète du trafic qui arrive et donc de l'acquisition. Ça n'a pas vraiment de sens en fait, parce que tu peux balancer des masses de trafic peu qualifiés et du coup déglinguer ton taux de conversion et pourtant tu auras un magnifique site qui marchera très bien, etc. Donc de plus en plus on essaye de faire des stratégies qui sont vraiment sur l'ensemble du parcours et pas juste une stratégie d'acquisition, une stratégie de conversion, une stratégie en rétention. On pourra en parler un petit peu, mais on a mené des initiatives, pour l'instant on est encore en test et tout, ça marche pas très bien, on va voir si ça va marcher, etc. Mais on fait des trucs du genre personnaliser le site en fonction de le trafic qui arrive. Donc typiquement, non seulement évidemment faire lander les gens sur une page spécifique en fonction de ce qu'ils arrivent, mais aussi personnaliser de certains blocs au sein de la page en fonction de est-ce qu'ils viennent de Facebook, d'Instagram, de tel autre canal, etc. On fait aussi des tests sur essayer d'optimiser les algos de Meta et d'autres réseaux, non seulement à la conversion, mais aussi à la rétention par la suite. Donc vraiment, on a une stratégie globale là-dessus. Et c'est un peu dans ce cadre-là que du coup, je me suis intéressé à plus de scope et à plus d'amont et plus d'aval. Trop bien, on va rentrer dans les détails de tout ça, je pense que ça va être passionnant et c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est aussi l'avènement de pas mal de postes, y compris d'ailleurs dans les SaaS, de product growth, notamment avec tout l'avènement du product-led growth, considérer que finalement l'expérience produit, elle commence des fois en dehors du produit, elle se précise dans le produit étant le site web là, tel que je le présente, donc effectivement je trouve ça hyper intéressant de casser ces silos. Sinon il y a des chances qu'on ait une expérience qui n'ait pas de sens entre ce qui est le message qui a été donné au début et l'expérience qui est après. Hyper intéressant. Ouais, c'est clair. Est-ce que avant, même si c'est 900 Care, donc vous avez quand même une certaine notoriété, juste avant, pour mettre un peu de contexte pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas exactement ce que 900 Care fait, tu peux nous pitcher rapidement 900 Care et comme ça après on rentrera un peu plus. Ouais, bien sûr. Déjà, je suis toujours surpris à quel point de 900 Care en fait est un peu connu et tout. Tu sais, quand tu travailles au sein de la boîte, bon, tu vois les chiffres et tout, mais tu t'es toujours surpris quand tu vas en soirée et que tu dis ah ouais 900 Care, ouais je suis client et tout, je savais et tout. Mais... Du coup 900 Care c'est assez simple, on fait des produits d'hygiène beauté rechargeables, donc derrière ce lingot un peu barbare c'est très simple. On fait des produits du quotidien, du dentifrice, du gel douche, du déo.
dans une optique en fait zéro plastique. Et donc comment on fait ça? C'est assez simple. Par exemple, le dentifrice, au lieu d'avoir un tube avec de la pâte à l'intérieur, une fois que tu as fini la pâte, tu jettes le tube, c'est fini, tu as acheté plein de plastique au passage. On fait des petites pastilles de dentifrice qui se croquent. Tu mets un peu d'eau, tu frottes. Ça mousse pareil qu'un dentifrice normal. Et c'est juste qu'en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a retiré l'eau du produit, parce que l'eau, tu l'as chez toi. Et du coup, ça nous permet de t'envoyer du dentifrice en fait dans une petite boîte en carton avec des pastilles comme ça. Et donc on a répliqué cette méthode un petit peu sur tous les produits du quotidien qu'il y a dans la salle de bain pour essayer de réduire le plus possible l'impact carbone et l'impact plastique de ta salle de bain. Et vous avez votre propre labo? On a effectivement notre propre labo, tu fais bien de le mentionner, c'est important parce que on essaie d'être vraiment à la pointe de tout ce qui se fait dans le domaine. Donc on a Paola, notre formulatrice experte, qui fait vraiment des produits géniaux et qui permet vraiment d'avoir des produits qui sont différenciants par rapport à ce qu'il y a sur le marché. Là où en fait la plupart des marques juste mettent leur logo sur un truc qui existe déjà, quoi. Et si je dis pas de bêtises, 900 Car se vend sous la forme d'un abonnement? Exactement, c'est aussi la petite différence et c'est assez marrant parce que en fait on peut faire de l'abonnement uniquement parce qu'on a ce truc de sans eau et sans contenant. Parce qu'en fait si tu voulais faire de l'abonnement, c'est-à-dire donc envoyer tous les mois, tous les 2 mois, tous les 4 mois du gel douche par exemple et que tu t'appelles L'Oréal, en fait tu as besoin d'envoyer une grosse bouteille qui prend de la place. Du coup ça va pas être pratique pour l'utilisateur parce que probablement ça va pas passer dans sa boîte aux lettres. Pour L'Oréal, ça va leur coûter cher en envoi. Et donc, en fait, c'est un modèle qui ne va pas marcher du tout. Alors que nous, comme c'est sans eau et sans packaging, en fait, on peut t'envoyer ça directement dans ta boîte aux lettres. Ça rentre, ça ne prend pas beaucoup de place. Nous, ça nous coûte moins cher à envoyer. Et du coup, on peut vraiment t'envoyer au bon moment ton gel douche, ton dentifrice, pour que tu n'aies jamais à y pensé. On te délaisse de ta charge mentale sur ça. On te permet de plus jamais galérer de « Ah merde, j'ai plus de dentifrice au dernier moment, un soir à 23h ». Ouais, ça fait totalement sens parce que genre de produit récurrent qui, en fait, j'en ai besoin tout le temps, tous les mois. Exactement. Et Donc, généralement, t'en changes pas. Donc, ouais. Carrément. Et alors du coup, pour rentrer un peu dans le détail de ton day-to-day chez 900 Care, toi du coup, peut-être nous parler un petit peu de comment est constituée toi, ton équipe, en tout cas les équipes avec lesquelles tu travailles et quel est ton day-to-day? Ouais, complètement. En fait, du coup, l'équipe, donc on a une grosse équipe growth au sein de 900 Care qui est divisée en 2 pôles, on va dire, le pôle tech et le pôle acquisition. Donc malgré tout ce que je disais tout à l'heure, il faut quand même spécialiser certaines personnes sur chaque partie. Après c'est bien d'avoir une seule équipe en fait qui travaille en concert sur tout ça. Dans l'équipe tech, donc moi j'y participe évidemment particulièrement vu mon background, et on a aussi un développeur du coup parce qu'on a un site entièrement custom, on pourra peut-être en parler après. Et côté acquisition, on a donc une personne qui se charge plus des scripts, de mettre en place en fait toutes nos ads, principalement vidéo d'ailleurs, même si on fait un petit peu de statique, et d'une personne qui shoot et qui monte ses vidéos. Et en plus de ça, on travaille encore quand même en partie avec une agence, Spark, qui nous permet un petit peu de mettre en place les campagnes, parce que ça c'est beaucoup de travail qui prendrait du temps et qui n'est pas forcément notre cœur de métier en fait. Notre cœur de métier, c'est faire du dentifrice et après savoir comment le vendre avec quel bon message. Donc ça, on a vraiment internalisé toute la partie créa et storytelling et message. Mais par contre, après, gérer des campagnes, même si on a quand même de l'input là-dessus, c'est moins notre métier, quoi. Et la team Grosse est séparée d'une équipe branding, marketing, ou du coup cette équipe branding fait partie de l'équipe Grosse? Alors, il y a tout à fait une autre équipe brand qui, donc pareil, on a beaucoup d'interactions entre l'équipe brand et l'équipe Growth, on travaille main dans la main, mais eux on a des scopes un peu différents. Où ils vont travailler plutôt sur, par exemple, produire un certain nombre de contenus pour les réseaux sociaux, gérer les autres réseaux sociaux. Ils gèrent aussi toute la partie, et ça qui est très importante pour nous, qui est tous les assets en fait, qu'on va venir mettre sur le site. Donc il y a beaucoup d'interactions entre nous où en gros je vais leur dire ok, on a vu que tel message, ça avait l'air de bien marcher pour faire convertir les gens sur tel produit. J'aurais besoin que vous shootiez ça de telle manière pour renforcer cet aspect-là. Et à ce moment-là, elles, principalement d'ailleurs, parce que c'est principalement des filles,
se charge de shooter ça, de retoucher ça, et après on se charge d'utiliser tout ça. Très bien. Et donc, toi, ton day-to-day, c'est... est-ce que je le décris bien si je me dis que c'est de faire en sorte que le funnel que vous mettez en place, de l'ads à l'abonnement, et même jusqu'au churn potentiel ou pas de churn, c'est de faire en sorte que ce funnel soit le plus efficient possible? Tout à fait. En gros, on est très drivé par des métriques chez 900K. Et du coup, le département a 3 métriques principales. Et si on doit résumer mon day-to-day de manière très globale, c'est de s'assurer que ces métriques aillent dans le bon sens, quelle que soit l'action que je dois faire, changer des trucs sur le site, aller faire du tracking de meilleure qualité, aller réduire les CAC par des ads. Et donc ces 3 métriques, c'est du coup la conversion de l'ensemble du funnel, et principalement sur le site aussi, mais généralement défini par achat sur session, quoi, classique. Le nombre d'abonnements par abonné, donc à la fois donc ça revient un petit peu à une métrique de basket size, pour un e-commerce plus classique, oui aussi d'AOV potentiellement, et enfin la rétention, parce que pareil, abonnement, du coup la rétention à court et à long terme, qui est vraiment importante pour notre business model en fait. L'idée, c'est non seulement de convertir des gens avec un CAC raisonnable, mais aussi de pouvoir les retenir longtemps. Et du coup, évidemment, le dernier métrique qu'on regarde beaucoup, c'est évidemment le CAC qu'on traque par canal et au quotidien, pour voir si on augmente les budgets marketing, on les baisse, etc. Ok, très clair. Donc, acquisition d'un nouveau client, expansion de son panier, upsell, cross-sell, rétention. Exactement, c'est vraiment ça. Donc, acquisition, conversion et augmentation, et upsell et rétention à la fin. Trop bien. Bah, je te propose que justement on vienne un peu au cœur de ce podcast, c'est de passer vraiment en revue tout ça. Et tu l'as très bien dit en intro, donc c'est vraiment trop bien que tu l'aies dit, parce que ça va me faire une passe décisive parfaite. Tu disais que en gros il faut pas se tromper et que l'expérience elle commence sur le canal d'acquisition, et que du coup toute l'expérience doit être en cohérence avec ce premier touch point. Avant que justement on rentre sur la suite du funnel, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels sont vos canaux d'acquisition aujourd'hui, pour mettre un peu de contexte, et après peut-être on pourra parler des canaux que vous avez tentés aussi. Bien sûr. Alors là je vais pas beaucoup te surprendre. Nos canaux principaux, c'est en grande majorité Meta, Facebook, Instagram, et après donc on a des canaux en plus qui sont donc TikTok, qu'on lance, relance, délance selon les performances du moment. Et donc ça, c'est vraiment nos canaux principaux. Après, on considère aussi comme des canaux d'acquisition d'autres mécanismes, typiquement le parrainage. On le regarde vraiment comme un canal d'acquisition à part entière. Donc on traque le CAC sur le parrainage, etc. Et après, évidemment, on a une foule de petits canaux d'acquisition qui marchent plus ou moins bien. On fait un petit peu d'influence, mais qui est vraiment plus ciblé sur certains lancements produits, et après qui durent un petit peu dans le temps, mais moins. On fait parfois des canaux comme VP ou showroom privé. On fait des partenariats. Typiquement, récemment, on a fait un partenariat avec HelloFresh pour mettre des flyers dans leur boîte. Donc, il y a une multitude de petits canaux dont on va pas parler de tous, mais vraiment le cœur du truc, c'est quand même, ça reste Meta. Et je dois avouer qu'on a quand même une dépendance sur Meta à ce niveau-là. Est-ce que cette dépendance, elle a joué sur le fait que vous mettiez l'énergie dans de l'organique, dans du SEO, dans les réseaux? Et est-ce que vous y voyez déjà des résultats, ou pour l'instant, c'est trop tôt? J'ai envie de dire que pour l'instant, c'est un petit peu trop tôt. On a fait un petit peu de SEO, notamment à travers notre blog. On a fait un petit peu d'organique aussi. Et c'est toujours des trucs qui sont difficiles à traquer, contrairement à du paid, où tu as ton métrique de CAC à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois. L'organique et le SEO, un petit peu plus dur à vraiment te dire ok, qu'est-ce qui est vraiment la résultante de ces actions-là versus qu'est-ce qui est l'impact de second ordre en fait, du paid que tu as fait. Parce que la personne qui vient en organique, est-ce qu'elle a entendu parler en bouche à oreille,
ou est-ce que c'est juste parce qu'elle a eu une pub à un moment donné et elle revient toute seule à un moment donné. Pas toujours évident de savoir. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on traque un petit peu ça grâce à des post-purchase surveys où on te demande comment tu viens, etc. Est-ce que tu as entendu parler de nous par un ami, par machin, par truc. Mais donc assez restreint pour l'instant nos efforts sur l'organique et le SEO. Parce que notamment, par exemple, je reprends l'exemple de notre blog, donc on a utilisé pour faire un peu du content et voir si ça drivait des bonnes performances. Et on s'est rendu compte au final, parce que ça pour le coup c'est facile à traquer, les gens tapent des trucs dans Google, tombent sur des articles de blog qui répondent un petit peu à leurs questions, et après tu regardes le taux de passage vers le site, quoi. Ouais. Et au final, ça marchait dans certaines mesures, mais en fait on n'arrivait jamais à atteindre des volumes qui soient ceux que nous permettent Meta, TikTok, etc. Ouais, ok, hyper intéressant. Et est-ce que, justement, du coup, on parle encore beaucoup de diversification des canaux d'acquisition parce que hausse des coûts d'acquisition Meta et dépendance forte à Meta. Je sais qu'on en avait parlé un petit peu. Vous avez essayé un certain nombre de canaux d'acquisition. Peut-être, est-ce que tu peux nous parler de ce que vous avez essayé? S'il y a eu des bonnes surprises peut-être, Ouais, et s'il y en a, et ce qui a marché, ce qui a pas marché, je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. Ouais, carrément. Écoute, on n'a qu'à faire ça de manière anti-chronologique, les derniers trucs derniers. Récemment, on avait testé Twitter, donc en paid. Parce qu'on s'était dit, ok, Elon Musk il vient un peu bouleverser tous les trucs sur Twitter. Historiquement, Twitter c'est plus pour de la noto et tout, mais en gros, Twitter est devenu un peu plus pushy sur essayer de faire en sorte qu'il y ait des advertisers sur la plateforme. J'imagine parce que pas mal ont quitté aussi la plateforme. Mais du coup, on s'est dit, ok, on va regarder, il y a peut-être une opportunité intéressante en ce moment. Donc on a engagé du budget sur Twitter. Ça pour le coup c'est dans la catégorie des échecs du coup. Parce que ça, au début on était content, ça a drivé beaucoup de trafic et il s'est révélé être de très mauvaise qualité. On a vraiment eu beaucoup de clickers mais peu d'acheteurs. Au point où finalement, bon ça reste une hypothèse, hein, on n'est pas sûr exactement, mais au point où on pense que ça a même un petit peu déréglé certains algos d'autres plateformes. En fait, on était arrivé à un taux de cession de Twitter qui était énorme, je crois que on était monté à 25 ou 30%, qui était juste Twitter, alors que pourtant on avait des budgets relativement faibles par rapport à Meta. Et on a vu nos CAC augmenter sur les autres plateformes en même temps. Donc ça, tu sais jamais quelle est la corrélation et quelle est la causation, hein, mais du coup on a fini par couper Twitter. Donc ça c'était pas une grosse réussite. TikTok pour le coup est un peu plus une réussite. On l'avait lancé il y a longtemps, ça n'avait pas trop marché parce qu'en fait on n'avait pas trop les codes. C'est le truc qui est à la limite le plus important sur TikTok, mais bon ça c'est assez classique, je suis pas sûr que j'apprends beaucoup de choses à grand monde. Mais par contre, quand on a recruté une personne qui du coup avait plus les codes TikTok et qui se connaît beaucoup plus, qui avait plus d'expérience là-dessus, on a vraiment réussi à faire des créas qui marchaient plus sur TikTok. Et TikTok, ça arrive qu'on réduise un petit peu les budgets parce que ça se met à moins marcher, mais après on les réaugmente, ça remarche, etc. C'est très dépendant des créas, encore plus que Meta, même si on sait que sur Meta, les créas font 90% du taf. Du coup, ça, je trouve que c'est plutôt un succès parce qu'on a réussi à le faire marcher pendant pas mal de périodes. Ça permet donc de diversifier un petit peu cette fameuse dépense à Meta. À part ça, plutôt sur l'optique donc réseaux sociaux, on a testé du coup d'autres trucs genre Snap, Pinterest, etc. Mais ça c'est resté plutôt anecdotique globalement. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a testé des trucs complètement différents qui sont pas du tout réseaux sociaux. Pendant longtemps, on a essayé de faire du physique, donc avec Monoprix notamment, mais aussi à travers à la fois des pop-up et des événements. Donc comment c'est arrivé 900Care en événements, c'est-à-dire dans des foires, dans des salons du bio, des salons de la nourriture même, des salons de vin, etc. En fait, on s'est inspiré d'une boîte anglaise qui fait de la bouffe pour animaux. Donc avec des caractéristiques un peu similaires, de l'abonnement, une boîte qui arrive, etc. Et pour eux, ça marchait très bien justement parce qu'il y a beaucoup d'événements autour des animaux, mais même ils faisaient des événements assez variés et ils arrivaient à avoir des cas très corrects là-dessus. Donc on a lancé ça, on a testé ça pendant assez longtemps.
Et au niveau du CAC, au final, il y a certains événements qui marchent plutôt bien, franchement. Mais on en est revenu à un petit peu ce que je te disais tout à l'heure, toujours le problème de volume. On n'arrivait jamais à structurer suffisamment ça pour atteindre des volumes qui étaient intéressants. Et au final, pareil, on a coupé cette initiative parce qu'en fait, on a préféré se concentrer en fait sur des choses où vraiment tu peux scaler rapidement plutôt que des choses qui demandent beaucoup de supervision et pas mal de manuels et où tu peux pas trop scaler. Voilà, je peux te parler aussi un peu d'influence qui marche pour pas mal de marques mais qui marche pas trop pour nous. On l'utilise parfois pour les lancements produits, pour exposer un petit peu à une communauté plus large. Par exemple, qu'on avait lancé le shampoing par rapport aux autres produits qu'on avait déjà. Et après, sinon, on a testé un petit peu de la micro versus macro influence. Et c'est marrant parce que tu as toujours un équilibre qui est un petit peu différent, surtout que tu testes. La macro influence, au niveau du volume, ça marchait bien, mais par contre, au niveau des CAC, c'était trop cher. La micro influence, c'était l'inverse. On avait des CAC qui étaient intéressants, mais par contre, pas beaucoup de volume. Et du coup, quand tu as un truc qui te génère qu'un achat par jour, c'est pas ça qui va vraiment te permettre d'atteindre tes métriques, quoi. Hyper intéressant parce qu'on se rend compte du challenge énorme que c'est cette diversification des canaux, parce qu'effectivement, tu le dis, c'est-à-dire que, en fait, que les taux de conversion soient intéressants ou pas sur certains canaux, il y a aussi tout l'enjeu de ok, mais quelle énergie ça va me demander pour que j'ai un volume similaire à ce que m'apporte Meta. Et donc forcément il y a ce truc là de mais en fait du coup je peux défocus toute mon acquisition si je remets des pièces dans ces canaux qui m'apportent pas forcément assez de volume. Exactement, et en plus nous on a la chance d'avoir une équipe qui est quand même assez structurée, mais on n'a pas non plus des équipes infinies comme peuvent l'avoir certaines marques. Et du coup, il faut qu'on choisisse de manière très rigoureuse là où on met notre temps et là où on met notre argent. Ouais, je comprends. Très bien, maintenant qu'on a vu un peu ce panel de canaux d'acquisition que vous avez pu tester, je vous propose, et ça va être intéressant parce que du coup, Arnaud a ce background à la fois entrepreneur et product qui fait que l'UX c'est un peu au cœur aussi de tes réflexions grosses. Je te propose qu'on parle un petit peu de tout ce funnel-là. Tout au début, tu me disais... Déjà, tu me parlais des KPI que vous traquez et vous me disiez, du coup, on est beaucoup axé sur la data. J'imagine que pour déjà mettre en place un funnel qui convertit, il faut pouvoir connaître, traquer les datas. Est-ce que vous avez des outils pour le faire aujourd'hui? Comment vous y prenez pour traquer toutes ces datas-là? Ouais, bien sûr, on a toute une série d'outils qu'on utilise beaucoup, même si j'ai envie de dire pas assez, parce que j'aimerais pouvoir passer plus de temps dans les datas, suivre de manière plus proche plein d'autres métriques en plus que ces métriques principales. Parce que souvent, c'est des métriques très high level qui, après, te parlent pas forcément de ce qui se passe, on va dire, sur chaque page, sur chaque ad, etc. Mais globalement, on utilise les classiques, hein. Évidemment Google Analytics pour le site, pour avoir un ensemble de métriques qui te permettent d'avoir la santé un petit peu de ton site. Côté acquisition, évidemment, on utilise tous les BM des différents réseaux sociaux qui permettent quand même après avec une certaine interrogation sur est-ce que les données sont vraies, notamment les données d'attribution, hein, bien sûr, on a tous cette question-là, mais qui quand même permettent d'avoir un peu un état pareil, de la santé de ces réseaux. Ensuite, on utilise beaucoup un outil qui est plus technique, mais qui est aussi dans la suite Google, qui est Google Tag Manager, qui permet à la fois de gérer les analytics, mais aussi qu'on utilise pour après pas mal de choses. On fait du server-side avec, donc du tracking un peu moins sur le navigateur d'utilisateur. Et aussi, on fait pas mal d'events custom en fait, qu'on remonte aux plateformes, et ça on le fait beaucoup avec du no-code, donc, par exemple avec Make, qui est une sorte de concurrent de Zapier, où typiquement un exemple précis, typiquement si on veut dire à Facebook que tel utilisateur non seulement a acheté mais est resté abonné pendant un certain temps, tu peux pas le faire sur le site parce qu'il n'y a pas d'action de l'utilisateur. Du coup on utilise ces outils no-code pour après envoyer un event et dire à Facebook ok, ce mec-là, il a acheté, mais en plus, il reste abonné pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 8 mois. Ce qui permet un petit peu de renforcer la donnée qu'a Facebook et essayer d'acquérir des clients qui sont non seulement
conversionniste, mais aussi rétentionniste. Hyper intéressant. Donc ces événements custom vous permettent d'optimiser le broad de Meta et de faire du lookalike aussi, Exactement, de faire du lookalike sur des segments qui ont une meilleure rétention que les autres, de faire des campagnes optimisées non plus à l'achat mais à la rétention. Donc dans ce que je te dis là, il y a des trucs qui marchent, il y a des trucs qui marchent moins bien, hein, évidemment. Et là, on est assez content d'essayer un nouveau truc qu'a sorti Facebook. Ils ont fait une collab avec HelloFresh récemment sur un programme qui s'appelle PCO, Post Conversion Optimization. L'idée est un petit peu ce que je te dis, c'est-à-dire là de pouvoir optimiser sur 2 events, donc l'event de conversion, l'achat pour nous, et un event post-conversion, d'où le nom, qui serait pour nous la rétention. Donc là, on est en train de mettre un peu notre maison en ordre pour vraiment tester à fond ce truc-là qu'ils ont lancé avec HelloFresh. Trop bien, trop intéressant, et ça conforte ce que tu disais au début sur le fait que l'optimisation de l'expérience, elle commence dès l'Ads, parce que finalement vous affinez le profil de votre persona que vous donnez à Meta pour que lui-même affine le targeting qu'il fait, et donc du coup en faisant ça vous affinez tout le début de funnel. Enfin, ouais. Même pas que le début de funnel, en vrai. Tout. Vraiment, tout. Idéalement, même une fois que tu quittes le site, on devrait avoir une expérience personnalisée pour toi en fonction de est-ce que tu venais de Meta, quel produit. On n'en est pas encore là, mais on aimerait bien le faire, pouvoir avoir... typiquement, tu sais, nous, on a un compte client dans lequel les gens se connectent pour prendre de nos abonnements ou au contraire se désabonner, décaler leurs commandes, etc. Et enfin, si on avait le temps et si j'avais des devs en plus, je ferais beaucoup plus de personnalisation à ce niveau-là aussi. Heureusement, le no-code permet des fois de faire des trucs du coup quick win, on va dire. Exactement. Un peu plus, ça me permet de moi faire des trucs tout seul et tester des trucs assez rapidement, effectivement, bien. Sans avoir à demander à mon dev de forcément rentrer dans ces sujets. Trop bien. Et d'ailleurs, petit aparté, je suis biaisé parce que je suis passionné de no-code aussi, mais du coup, est-ce que justement ce no-code aide beaucoup dans ce process itératif que vous faites sur un certain nombre de choses? Ouais, complètement, parce qu'en fait, c'est vraiment un truc... en fait, si tu regardais un peu tous les outils qu'on utilise, tu as l'impression que c'est une sorte de château de cartes composé de trucs un peu de briques et de brocs, etc. Mais il y a une sorte de règle assez cohérente derrière tout ça, c'est que dès qu'on veut tester un truc, lancer un truc, en fait, on essaie de le lancer très rapidement en no-code avec des trucs sous-optimaux, mais qui permettent vraiment de voir s'il y a un intérêt ou pas. Je peux te donner des exemples où, par exemple, quand on essaye de faire des tests d'upsell dans WhatsApp, au début, on essaie de le faire un peu à la main. Après, on trouve un petit outil qui marche bien. Et peut-être que demain, on développera le truc correctement avec les API de WhatsApp. Mais ces outils-là permettent vraiment de valider un intérêt pour un canal ou un autre, pour envoyer de la donnée à telle personne ou telle personne. Ouais. Et de minimiser l'investissement et le coût et le temps pour tester des choses, et du coup faire avec beaucoup plus de sérénité les choses, et donc mettre de l'énergie avec beaucoup plus de sérénité quand on veut industrialiser les trucs. Hyper intéressant. Tu parlais tout au début du podcast, et je pense qu'on va en parler pas mal, de cette volonté de personnaliser quasiment, même si c'est un doux rêve pour l'instant, mais de personnaliser quasiment individuellement l'expérience pour chacun des visiteurs. Comment ça se matérialise, et double question, est-ce que ça a un lien avec ton ambition tout au début quand tu es arrivé chez 900 Cartes de choisir d'être hyper flexible sur le front en le faisant custom sur Shopify? Complètement. Effectivement, on a pas mal d'initiatives autour de ça, autour de la personnalisation. Encore une fois, certaines qui ont marché, d'autres non. Typiquement des landing pages dédiées pour les différents canaux, les différents messages, des pages sur le site qui correspondent plus à l'ad que tu as vu. Là, typiquement, on est en train de travailler à changer la home page en fonction de tes visites précédentes. Donc non seulement, en fait, on est capable de savoir que tu à un moment donné regardé un ads, même si en fait tu es revenu en organique derrière. Enfin, si tu es revenu pas trop longtemps après, parce que techniquement, sinon c'est un peu compliqué si tu reviens d'un autre device ou un truc comme ça. Et du coup, en fait, plutôt que de montrer le même message marketing sur la homepage que tout le monde, pourquoi ne pas te montrer un message custom pour toi, sachant que tu as vu une pub sur le gel douche et que du coup, tu t'attends peut-être à revoir le gel douche, que ce soit poussé en amont. Donc ouais, non, complètement, on essaye de vraiment faire ça. Et effectivement, le choix qu'on a fait, quand je suis arrivé chez 900 Care, on était encore avec
avec un thème Shopify qui était plus en fait un thème qui avait été développé avec des idées de marketing en tête, plus que de conversion. Et du coup, j'ai fait un choix qui était un peu peut-être clivant à l'époque. C'était de tout jeter, tout recommencer. Dans le sens où, en fait, le thème Shopify qu'on avait, ça aurait pris trop de temps et trop d'énergie juste pour le modifier. Valait mieux repartir de zéro. Et donc, on a décidé de partir en plus sur une technologie qui était un peu plus future-proof, entre guillemets, qui était peut-être un peu trop, on va dire, pour la taille de boîte qui était 900 à l'époque, mais qui nous permettait d'assurer vraiment dans le temps. Donc on est parti sur un front entièrement custom en headless. Du coup, ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'en fait, au lieu d'être directement connecté à Shopify avec le thème Shopify qui interagit directement avec Shopify, on utilise les API de tous nos partenaires, que ce soit Shopify, Recharge, un outil de reviews qui s'appelle Yotpo, et donc on a vraiment la main sur l'ensemble des blocs du site, et quand on veut tester de nouveaux trucs, on n'est pas limité par la techno en fait. Et c'est vraiment ça, c'est le point important, c'est que on était plus limité par les possibilités techniques du thème Shopify. On pouvait vraiment faire ce qu'on voulait. Et du coup, en fait, on a quasiment doublé le taux de conversion entre le thème Shopify et le site headless, quoi. Comment tu expliques ça? C'est parce que vous avez une vraie réflexion design et grosse en amont, et vous n'êtes pas parti d'un thème, donc vous êtes parti d'un truc conversion driven, quoi. Ouais, exactement. Il y a deux facteurs principaux. Le premier, c'est que effectivement, quand on a refait le site, on a refait l'identique évidemment sur la nouvelle techno. On a profité pour redesigner entièrement l'UX et une partie de l'UI aussi. Avec en tête vraiment la conversion, avec en tête, d'ailleurs ça on pourra en parler un petit peu parce que c'était une bonne chose pour la conversion, un peu moins pour la rétention. On est vraiment parti en tête avec le funnel sur le site le plus optimisé, le plus simple possible, aller de la première page visit à l'achat en moins de 30 secondes, quoi. Et du coup ça a vraiment été très impactant. Et la deuxième truc très important, c'est qu'on a designé vraiment le truc avec en tête d'être complètement mobile first, là où le thème avant avait été développé en mode ok, il y a desktop, il y a mobile, on va faire un truc qui marche un peu pour les deux, ce qui n'a pas de sens quand tu sais que ton audience vient à 90% de mobile, quoi. Ouais. Et est-ce que la question qu'on peut se poser derrière, c'est de se dire il peut y avoir un risque de prendre plus cher en maintenance, de prendre plus cher en évolution, parce que par définition, c'est quasi du dev à chaque fois dès que du coup. Qu'est-ce que tu pourrais dire du coup aux gens qui se diraient ah ouais, mais les malades, le temps que ça doit leur demander de maintenance, qu'est-ce que tu répondrais? C'est clair, à ça? Tu peux pas avoir tu peux pas avoir une omelette sans casser les œufs, hein, on va dire. Clairement. Et du coup, je suis pas sûr que je recommanderais de faire du headless à quelqu'un qui n'ont pas soit un dev en interne, soit une agence avec laquelle ils sont très contents et qui font vraiment confiance et avec laquelle ils travaillent vraiment main dans la main. Parce qu'effectivement, ça demande beaucoup plus de boulot. Typiquement, quand il y a un exemple très, très simple, quand il y a un de nos partenaires qui change leur API, bon, généralement, ils font en sorte que ça ne casse pas des trucs, hein, mais potentiellement, on est obligé de répercuter des changements aussi. Donc ça, quand tu as un thème Shopify, en fait, les intégrations, elles marchent de manière plus ou moins native, donc généralement, tu n'as pas trop de trucs à changer. Donc rien que ça a un coût. Pareil, lancer même des nouveaux produits, c'est un petit peu plus consommateur de temps quand tu as ce setup-là. Donc il faut avoir ça en tête, évidemment. Mais par contre, si tu es prêt à investir et si tu as la capacité d'investir ce temps et ces ressources-là, ça vaut clairement le coup, quoi, au niveau des métriques derrière. Ouais, carrément. Si tu fais x2, tu te dis ok, le temps est bien, je suis bien content investi. de l'avoir investi. Ça veut dire aussi que vous du coup, vous pouvez pas profiter de tous les modules Shopify. Ça veut dire que du coup, les produits, les outils que vous pouvez utiliser dans l'expérience sont forcément du coup API first, sinon Ouais, exactement. Il y a certains outils qu'on peut utiliser même s'ils sont pas évidemment tous les outils qui n'ont pas de répercussion dans le front, on peut quand même les utiliser, hein, bien sûr. Tous les outils qui sont sur plutôt la partie checkout, ça nous on l'a pas refait nous-mêmes parce que trop complexe, trop touchy de commencer à gérer des paiements nous-mêmes, etc. Enfin, même si on pourrait utiliser Stripe. Donc ça, on peut toujours utiliser l'outil, mais effectivement tous les outils qui sont basés sur le front d'un thème Shopify,
on peut plus trop l'utiliser. Ok. Après, ça nous arrive d'utiliser des trucs, typiquement des builders de pages. En fait, on les met sur un sous-domaine séparé du site. Oui, Après, ok. on redirige vers le Et site. c'est transparent. Et puis voilà, quoi. Mais, Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire que vous utilisez Shopify, mais sur la partie, sur la partie back-office, pardon. Ça veut dire que toute la logistique, l'inventaire, la supply chain, c'est totalement, là pour le coup, plug and play, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, donc déjà, la première chose, c'est que cette partie-là est pas dans mon département. En fait, on a vraiment un département Ops qui s'en occupe et qui est vraiment très compétent là-dessus. Et surtout, en fait, on s'est dit, on avait regardé d'autres, parce qu'on s'est dit, ok, on arrête d'utiliser le front de Shopify. Est-ce que ça vaut le coup de continuer à utiliser le back aussi? Et donc il y avait à l'époque cette réflexion-là, mais on s'est vite rendu compte que en termes de gestion de produits, en termes de gestion de commandes, et en termes justement aussi de ce que tu parles, d'univers d'application autour de ça, franchement, c'est dur de battre Shopify, même s'il y a maintenant certaines startups qui nous contactent pour essayer de nous dire ok, nous on fait un truc mieux que Shopify, plus optimisé pour le nouveau social commerce, etc. Pour l'instant, on a du mal à vraiment justifier un switch de Shopify à autre chose. Ok, hyper intéressant. Du coup, si vous avez fait x2 sur la conversion, j'imagine qu'il y a eu un certain nombre de choses que itérativement, tu as vu qui ont marché. Tu t'es forgé un peu un livre de bonnes pratiques et aussi peut-être des choses qui n'ont pas marché. Est-ce que tu pourrais nous prendre quelques exemples de choses qui ont été fondamentales dans l'optimisation de conversion de 900 ? Ouais, complètement. Typiquement, on peut parler de la page produit et de ce qui arrive juste après la page produit, parce que c'est principalement ça qui a beaucoup changé dans l'expérience. On a aussi changé la homepage, mais ça a eu moins d'impact. Déjà, on a pris un parti pris un peu différent sur la page produit. On a enlevé le menu. L'idée étant de se dire ok, une fois qu'on a engagé le client dans le funnel d'un produit spécifique, gel douche, dentifrice, déodorant, on veut éviter de le distraire et on veut éviter qu'il en sorte. Donc on veut un peu lui mettre entre guillemets une sorte de tunnel de conversion sur lequel en fait tu es sur des rails, ça avance et tu convertis à la fin. Donc pour ça, en fait, on a par exemple enlevé le menu de manière à ce que, en fait, si tu veux naviguer depuis la page produit, tu es obligé de revenir à la home page et tu peux pas directement naviguer. On a de la même manière en fait mis un drawer qui ouvre les options d'achat. Donc typiquement nos options d'achat, c'est la couleur, par exemple, du premier flacon que tu vas réutiliser pour toujours, c'est le parfum, etc. C'est la fréquence que tu vas mettre sur ton abonnement. Et du coup, ça, c'est un drawer qui s'ouvre, tu restes dans la page, donc tu ne recharges pas une autre page, ce qui permet non seulement, en fait, dès que tu recharges des pages, tu as du bounce rate, parce que tu as des temps de chargement. Donc ça, c'était très important d'avoir le moins de temps de chargement possible, le temps que tu restes dans l'expérience, à partir du moment où tu arrives sur la page produit jusqu'au moment où tu ajoutes aux cartes. Donc ça, c'était vraiment dans l'optique d'avoir ce train de conversion très optimisé qui roule sur les rails. Et après, on a un peu expérimenté autour de ça. On a expérimenté sur des trucs classiques, sticky CTA versus pas sticky CTA, le nombre d'étapes, est-ce qu'on met tous les choix sur une seule étape ou en plusieurs étapes. Et du coup, ça, on a réussi à trouver un équilibre qui était entre la conversion un petit peu et la rétention. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que le premier funnel sur le site qu'on avait lancé, il était très très bon en conversion, mais on avait quand même beaucoup de gens qui achetaient sans forcément, par exemple, se rendre compte qu'il y avait de l'abonnement. Donc en fait, qui allaient tellement vite à l'achat qu'ils ne lisaient pas les messages qu'on leur mettait. Et du coup, donc, à cause de ce trade-off-là, on a été obligé d'introduire de la friction, ce qui est un peu contre-intuitif, parce que moi, quand j'étais arrivé, j'avais une optique en tête, c'était le moins de friction possible. Donc pas de pop-up intempestive qui viennent te distraire au mauvais moment alors que tu es concentré sur ton truc, pas de messages contradictoires, pas de clics qui mènent à un endroit où ça devrait pas, pas trop d'éléments pour pas confuser les gens. Et du coup, ça c'était intéressant parce que j'ai vraiment appris là-dessus, c'est que des fois, introduire un petit peu de friction, ça peut permettre une petite pause aux gens pour bien comprendre un message, pour bien faire un choix, etc.
Et donc, on a réussi au fur et à mesure à trouver cet équilibre entre pas trop de friction, mais un petit peu quand même à certains moments, que ce soit de la friction pour bien expliquer qu'il y avait un abonnement, que la manière dont ça marchait, un peu de friction aussi pour proposer d'autres produits. À la base, on avait lancé le site avec relativement peu d'upsell. Et du coup, pareil, bon pour la conversion parce que on connaît tous les sites où il y a 30 000 screens d'upsell qui t'empêchent d'acheter ce que tu veux et au bout d'un moment, t'en as marre et tu quittes le site. Donc ça, je voulais éviter ça à tout prix. Et du coup, on en a réintroduit un petit peu goutte à goutte progressivement à certains endroits stratégiques pour effectivement faire augmenter cette métrique de nombre d'abonnements par abonné, mais sans être au détriment de la conversion. Hyper intéressant parce que c'est marrant, ça fait écho à finalement pas mal de préceptes d'ergonomie ou du UX qui existent depuis longtemps avec les préceptes de guidance, de workload, de faire en sorte d'avoir toujours un parcours très guidé, un minimum de défocus, pas trop d'informations en même temps. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que effectivement ce funnel où on cache le menu, on peut le voir sur pas mal de gros sites e-commerce. Je trouve ça par contre hyper intéressant que vous le placiez un peu en amont dès la fiche produit pour justement faire commencer le tunnel encore plus tôt, en pariant sur le fait que les visiteurs sont de plus en plus versatiles. Et donc je trouve ça hyper intéressant. Et j'avais une petite question qui va me revenir, que j'ai perdue, mais qui va me revenir. On y va. Oui, tu disais... du coup, et ça que je trouve aussi intéressant, c'est le bon côté de la friction. J'ai retrouvé, ça y est. Le bon côté de la friction. Ça, je trouve ça assez malin. C'est en fait de se dire je commence par faire un parcours avec zéro friction. Par contre, du coup, je m'aperçois des failles du zéro friction des fois ou quand ça va trop vite. Et donc, du coup, je joue avec le comportement des utilisateurs en introduisant de la friction pour que ce soit plus compliqué de passer à l'écran d'après parce que je veux qu'ils voient exactement ce qui est écrit là. Exactement. Comment ça se matérialise, cet ajout de petites frictions dans le parcours pour que l'attention soit captée? C'est quoi? C'est un bouton en plus? C'est une confirmation en plus? Comment ça se passe exactement? Écoute, franchement, c'est super simple. Donc effectivement, quand on s'est rendu compte que les clients nous remontaient parfois qu'ils avaient reçu une commande avec laquelle qu'ils n'attendaient pas, en fait, tout simplement, qui nous est remontée par notre département Sell-Off qui s'occupe de la relation avec les clients, qui fait vraiment un super taf. Donc on a rajouté des écrans supplémentaires, c'est la première chose qu'on a fait parce que c'est le plus simple en fait. Typiquement on est passé d'un funnel en 2 étapes à 3 étapes en fait. Et avec une petite étape en fait, qui est la dernière, qui est un récap en fait des actions que tu viens de faire. Donc récap de tes choix, de l'achat que tu es en train de faire et du fait que dans 20 jours, parce que c'est le temps qui s'écoule entre la première commande et la deuxième dans notre modèle, et après ça va être la fréquence que tu as définie, ça te fait ce petit récap de là tout de suite tu es en train de commander ça, tu as fait tel choix et dans 20 jours il y a ça qui va arriver. Et donc rien que de ce fait d'avoir ces choix là qui sont résumés, qui bien sûr étaient présents sur la page produit, qui sont présents après dans le cart, etc. Mais bon, c'est des endroits où les gens ne vont pas forcément toujours. D'avoir ce clic supplémentaire, ce touch supplémentaire sur mobile, ça a changé énormément. Ça a nous permis d'augmenter la rétention et de beaucoup moins avoir ces gens qui se plaignaient du coup de ne pas avoir compris le fait que c'était de l'abonnement. Ça peut être aussi, ça nous est arrivé aussi de faire des messages sous forme soit de drawer, soit de pop-up pour bien targeter à un moment, attirer l'attention de l'utilisateur sur quelque chose, que ce soit un autre produit qu'il pourrait aimer, que ce soit le fait que, encore une fois, qu'on avait de l'abonnement. Donc c'est vraiment des mécaniques qui sont assez simples, on réinvente pas la roue, c'est des screens supplémentaires, c'est des clics supplémentaires. Et comment ça vous vient tout ça? Est-ce que vous analysez un peu le parcours et vous avez des intuitions que vous avez testées ou vous pokez sur une petite période de temps? C'est quoi un peu la méthode qu'il y a derrière? Est-ce que c'est
très honnêtement beaucoup de gut feeling, vous voyez les résultats et vous faites marche arrière ou pas? Est-ce que c'est très processé, méthodoisé, je sais pas comment dire? Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Bah ouais, écoute, c'est un peu un mix des deux. En fait, à la base, du coup, j'ai mis en place une méthode un peu très product management, mais en essayant de ne pas rentrer dans le trop complexe, en fait. Parce que, équipe limitée, et en plus, on a envie de tester des trucs rapidement. Si on commence à mettre en place des méthodes super complexes avec beaucoup d'user research, beaucoup de discovery, et après on fait que des petits changements incrémentaux, en fait tu te retrouves à rien faire sur ta roadmap et à pas tester grand chose. Donc on a vraiment un équilibre d'idées qui nous viennent ou de constatations qu'on fait. Après on fait un petit peu d'user research, donc typiquement ça vient à travers un outil que j'aurais pu mentionner tout à l'heure, mais c'est plus de la donnée quali, par exemple la donnée quanti, c'est Clarity. C'est un outil qui peut nous permettre de voir un petit peu les heatmaps du site, des enregistrements de sessions, et de vraiment se dire ok, donc là on a identifié qu'il y a un métrique qui va pas tout à fait bien, et à ce moment-là on va avoir des sessions et on commence à comprendre, se faire un petit peu une hypothèse et une intuition sur quelle est la solution qui pourrait marcher. Une fois qu'on a fait ça, on se dit ok, donc on pense que cette solution ou peut-être cette solution peuvent marcher. Qu'est-ce qu'on peut développer rapidement? Qu'est-ce qu'on peut changer rapidement? Parce que si la solution elle prend 3 mois, en fait, c'est même pas la peine. Le problème reprend en changer dans 3 mois, ça sera trop tard. Et oui, effectivement, généralement, on a B-test plusieurs solutions, plusieurs messages différents, plusieurs manières d'afficher le message, pour ensuite vraiment pouvoir mesurer derrière l'efficience de la solution. Donc tout commence avec la métrique qui allait plus très bien ou qui a un peu baissé ou qui est pas là où on voulait, et tout finit avec la métrique aussi, voir est-ce que les solutions qu'on a testées, est-ce qu'elles ont effectivement fait monter la métrique en question. C'est hyper impressionnant parce que c'est finalement effectivement très proche de ce que des products pourraient faire dans un SaaS. Et finalement, à la fin, c'est vrai que c'est assez similaire. C'est-à-dire qu'un funnel, pour que je m'abonne à un SaaS, il y a quand même plein de choses, de nuances à apporter, mais le parcours que va prendre quelqu'un pour s'abonner à un SaaS et comment je vais pouvoir l'optimiser, c'est aussi assez similaire au parcours que quelqu'un va passer sur un site e-commerce pour ensuite acheter quelque chose, quoi. Ouais, complètement. Et c'est même surprenant qu'en e-commerce, on va dire ces rôles de PM et ces méthodologies-là soient pas plus développés, parce que au final, c'est plus important que sur du SaaS B2B, par exemple. Je te dis ça parce que j'ai travaillé dans une boîte de SaaS B2B à un moment donné, où ces méthodes-là sont importantes pour être sûr que tu apportes bien la valeur à l'utilisateur que tu veux apporter, que tu développes les bonnes features, que tu les développes bien, etc. Mais où finalement, si tu te trompes un petit peu et que l'UX n'est pas super optimisé, etc., c'est un peu moins grave, parce qu'en fait, un pouillème de pourcent de temps en plus sur une page, pour quelqu'un qui est en B2B, qui s'est engagé pour 2 ans, etc., et qui a plus une vision sur la valeur que lui apporte le produit plus que sur l'expérience à chaque étape, c'est pas très grave. Alors qu'en e-commerce, chaque petit point de pourcentage que tu peux gagner en conversion a un impact énorme sur ta bottom line à la fin, quoi. Ouais, à l'inverse, chaque pourcentage perdu coûte très cher. Exactement. D'autant plus avec la hausse des coûts d'acquisition. Il y a un truc que je trouve intéressant d'évoquer, c'est que tu parles beaucoup de focus, de faire en sorte qu'on guide au maximum le user, comme quoi je suis déformé par par le SaaS, mais en tout cas le visiteur vers la commande. Comment du coup vous gérez le fait d'essayer d'aller collecter de la donnée sur des visiteurs fantômes? Est-ce que volontairement vous choisissez d'en avoir moins pour privilégier le parcours et le focus dans le parcours? Est-ce que vous avez des manières différentes de le faire qu'une pop-up newsletter qui va interrompre le parcours? Comment vous gérez ça? Ouais, en fait, on a vraiment donc la personnalisation dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment une sorte de surcouche qui vient se mettre en plus si on a de la donnée. Et si on n'a pas de données, c'est assez simple. On essaye vraiment, et ça pour le coup, on a une stratégie qui est un peu spécifique au fait qu'on ait des produits qui soient à des paniers assez faibles, en fait. Parce que notre produit, par exemple, de 1 mois de dentifrice, c'est 3,50 € comme un dentifrice normal. Donc on
relativement peu de stratégie de se dire ok, on a un visiteur fantôme qui est arrivé, on va essayer plutôt de capturer son mail, on va essayer de plutôt le faire revenir sur le site plutôt que de le faire convertir à la première session. Nous, on a plus la stratégie de se dire ok, en fait, le remarketing, ça va nous coûter très cher, vu nos paniers, etc. On n'a pas trop envie qu'ils partent sans avoir acheté, ou en tout cas de devoir le remarketer derrière. Donc on a quand même une stratégie de base qui est vraiment d'essayer de mener l'achat dès la première session. Donc vous mettez volontairement un peu moins d'énergie sur le fait d'obtenir de la data. Donc concrètement, pour un visiteur fantôme, l'event data collected est beaucoup moins important chez 900 que... Tout à fait. S'il n'arrive pas jusqu'au checkout, on va collecter relativement peu de données sur lui. On n'a même pas la classique pop-up capturer ton mail pour avoir une newsletter ou tu es en train d'exit le site, capturer ton mail pour te remarketer derrière. C'est peut-être des trucs qu'on devrait faire en plus, hein, on ne sait jamais, ça pourrait nous apporter des petits pouillèmes de conversion, mais c'est pas le focus principal. Ouais. Ok. Hyper intéressant. On a beaucoup parlé de l'acquisition. On essaie de parler un petit peu juste de je dirais, d'ailleurs j'avais employé le mot expansion, upsell et de rétention. La suite de l'expérience, comment vous la gérez? Est-ce que du coup, là aussi, vous essayez de mettre en place des workflows marketing hyper personnalisés? Comment ça se passe? Ouais, complètement. On essaye d'avoir vraiment de ne pas lâcher le client une fois qu'il a acheté, parce qu'on sait que vu que nous, surtout quand on a un modèle d'abonnement, en fait, tu sais qu'il faut rester assez présent dans l'esprit de l'utilisateur pour pas qu'il se dise ah ok, j'avais oublié 900 care et tout d'un coup j'ai une commande d'abonnement. En fait, est-ce que vraiment c'est si ouf que ça et aussi, un truc très pratico-pratique, on veut toujours être top of mind pour que les clients ne se disent pas en fait, ah zut, j'ai racheté du dentifrice au supermarché et du coup en fait je vais annuler ma commande parce que j'ai racheté du dentifrice, tant pis. Et du coup on a vraiment un certain nombre de flows, notamment email mais aussi SMS et maintenant WhatsApp, pour garder un petit peu cette connexion qui va non seulement les prévenir, on va dire, des trucs très transactionnels, c'est-à-dire une commande va arriver dans X jours, est-ce que vous voulez la changer, mais surtout on a vraiment plein de petits points de breadcrumbs, on va dire, d'interaction, que ce soit la newsletter qui part régulièrement, mais grand classique hein, évidemment. On a un certain nombre de flows d'emails, c'est pour ça qu'on travaille avec une agence qui fait ça très bien, qui s'appelle Email Club, qui ont des flows dont parfois la complexité, je suis en mode ok, comment ça marche, attends, si tu veux, ça va dans cette branche là et après ça part par là, et donc assez personnalisé aussi, donc ça c'est ce qui est bien, et on a aussi une politique de cadeaux en fait, qui est assez simple conceptuellement, c'est qu'on se dit nos produits ils sont pas très élevés en prix, 3,50, 3,90, etc. On peut se permettre de les offrir aux gens en fait. Par rapport au coût d'acquisition qu'il y a sur Facebook, etc. Rajouter 3,50, c'est pas idéal, mais c'est pas la fin du monde. Et du coup, on va faire de l'upsell en fait, parfois gratuit, à un moment du parcours, pour vraiment essayer de donner une expérience incroyable à l'utilisateur en mode ok, t'as acheté tel produit, on aimerait beaucoup que tu testes ce produit-là aussi. Du coup, on te propose de l'ajouter à ta prochaine commande gratuitement. Comme ça, tu le testes. Si t'aimes, t'as ton abonnement. Si t'aimes pas, t'annules l'abonnement. Et puis voilà, quoi. Et du coup, on fait pas mal ça. Et un dernier truc qu'on fait qui est assez important et qu'on a du mal à scaler, mais ça, pour le coup, on n'a pas de problème à pas trop le scaler, parce que c'est vraiment une touche humaine qu'on aime bien rajouter dans cette expérience-là. C'est qu'on a notre équipe C-Love qui, du coup, appelle des clients. Donc, ce qui peut être un peu surprenant sur du B2C mass market, où, en fait, par définition, on va pas pouvoir appeler tout le monde. Hein, c'est pas possible, sinon, il faudrait qu'on ait des équipes dédiées pour ça, énormes. Mais en fait ça permet vraiment d'abord avoir un retour des utilisateurs direct en fait. Donc les clients ils nous racontent leur vie, ils nous racontent leurs problèmes, ils nous racontent comment ils utilisent nos produits, parfois ils nous surprennent un petit peu avec des flacons différents, des méthodes d'utilisation différentes et tout, et donc ça nous permet de mieux les comprendre, d'avoir un contact avec eux.
Et ça nous permet, pareil, de garder une expérience utilisateur vraiment, vraiment un peu plus incroyable. Parce que quand tu vas acheter un truc chez Darty, tu n'auras jamais un mec de Darty qui va t'appeler pour te dire ton frigo, est-ce que c'était cool, est-ce que tu es content, est-ce que tu veux que je t'offre tel produit pour l'utiliser en combinaison avec ton frigo, etc. Ça n'existe pas quoi, dans ce genre de boîte. Et du coup, en fait, ça crée des gens qui... et finalement, tu parlais de l'organique tout à l'heure. On essaye de créer de l'organique de cette manière-là, en créant une expérience qui est vraiment excellente et qui est un peu un pas en plus que la plupart des expériences clients classiques. Quoi. Hyper intéressant parce que ça rejoint un truc que disait Yann, le MAD. Il disait qu'on sous-estime le poids du care dans le gros. Il disait que les insights du care permettaient d'avoir une expérience qui convertit encore plus et qu'en plus le fait que le client se sente choyé fait que on s'en rend pas compte mais on catalyse le bouche à oreille, on catalyse du coup tout un certain nombre de choses qui font que à la fin juste avec ça entre gros guillemets on améliore le CAC quoi. Ouais, complètement. Et c'est pour ça que notre équipe Silove a une importance primordiale dans notre boîte. C'est parce que vraiment, on essaye de mettre le client au centre. On a même une valeur donc un ensemble de valeurs, mais celle-là est intéressante pour la conversation, qui est We Love Customers More Than Money, qui est vraiment axée sur le fait que, en fait, on essaye à chaque décision, à chaque arbitrage business, à chaque arbitrage, quand on doit arbitrer en fait, entre un truc qui est bon pour l'expérience utilisateur et qui va vraiment rendre les gens super contents et gagner quelques points de rentabilité, etc., on va essayer le plus souvent possible de prendre vraiment l'option qui crée cette expérience delightful, quoi. Et parce qu'en fait, on pense vraiment que c'est sur ça que tu peux baser un business. Tous les produits finissent par se commodifier quasiment. Donc un jour, pour l'instant, on est les meilleurs dans ce qu'on fait sur nos produits, de manière tout à fait humble. Mais un jour, il y a quelqu'un qui va formuler la même chose que ce que Paola arrive à formuler, et du coup, ils vont sortir les mêmes produits, ils vont nous copier, etc. Donc ça, on le sait. Ce qu'ils vont avoir du mal à rattraper, c'est l'attachement à la marque. L'attachement à la marque qu'on a réussi à construire par l'expérience, que ce soit l'expérience numérique, l'expérience en live, à tout niveau. C'est le point commun je pense de beaucoup de podcasts que j'ai fait. C'est toujours ce truc qui revient, qui est primordial dans l'acquisition et la rétention. C'est effectivement les valeurs que dégage la marque, à quel point je m'y attache, ce qu'elle me dit et comment je me reconnais là-dedans, et qui fait une stickiness à la fin qui est dure à contrer pour d'autres marques. Et en plus, surtout comme notre marque a une valeur environnementale forte, parce que pourquoi on a lancé ces produits-là, c'est pas juste parce qu'on s'est dit ok, c'est bien d'avoir des produits solides plutôt que des produits liquides. Non, c'est vraiment pour un objectif concret, c'est aider les gens à réduire leur empreinte environnementale. Et du coup, on profite de cet attachement sur le fait qu'on aide les gens, en fait. On n'est pas là pour faire consommer les gens, on est là aussi pour les aider à faire ces petits efforts qui sont nécessaires pour la planète. Hyper intéressant et hyper impressionnant. Tu parlais tout à l'heure de différents canaux. C'est assez intéressant parce que on parle beaucoup d'email marketing, du coup, et c'est assez atypique finalement d'avoir une pluralité de canaux comme ça, avec aussi du messaging avec les WhatsApp et le SMS. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Est-ce que déjà vous avez des messages différents pour des canaux différents ? Et est-ce qu'au niveau du reach, de la conversion de ces messages, vous avez appris des choses qui peuvent être intéressantes ? Complètement. En fait, du coup, l'email marketing, c'est très classique. Le SMS marketing, ça commence à être bien installé. Et WhatsApp, c'est un peu plus nouveau, en tout cas en France. Et nous, du coup, dès qu'on voit un nouveau canal qui pourrait être intéressant, on essaie de le tester. Donc, un petit peu la différence entre les trois canaux, c'est que on a tendance à convertir plus sur SMS et sur WhatsApp que sur email, évidemment. Mais évidemment, ça coûte aussi plus cher. Envoyer un SMS, ça coûte de l'argent, etc.
Le learning principal quand on a lancé du coup le SMS et WhatsApp, c'est que ça permet d'être beaucoup plus, les taux de lecture et sur WhatsApp d'engagement, parce que c'est vraiment ça l'intérêt de WhatsApp, c'est l'engagement qu'il y a derrière, sont beaucoup plus importants que l'email. Même si on a des taux d'ouverture qui sont vraiment bons sur les emails, systématiquement au-dessus de 50%, parfois 60, 70. On a quand même le SMS et le WhatsApp, ça marche mieux à ce niveau-là, parce qu'en fait, il y a très peu de gens qui lisent pas leur SMS ou qui ne lisent pas leur WhatsApp. Donc ça c'est un gros avantage, surtout si tu as un message important à faire passer. Donc typiquement, pour nous, le message important à faire passer, c'est dans 2 jours, on va déclencher une commande d'abonnement. Si vous êtes en vacances et que vous n'êtes pas chez vous pour la recevoir, ou que vous avez trop de produits, vous pouvez la décaler en 2 clics. Ça, c'est un message très important, parce qu'en fait, si on n'arrive pas à le faire passer parce qu'il est passé dans les 30 mails que tu as reçus dans la journée et que tu l'as pas vu, en fait, tu reçois des produits alors que tu n'en as pas besoin, tu reçois des produits alors que tu es en vacances. Donc ça, très important, et c'est pour ça qu'on a vraiment mis de l'emphase là-dessus dans les SMS. Et aussi, malgré tout, c'est des canaux qui marchent aussi juste pour faire de l'upsell, des choses comme ça. Et enfin, sur WhatsApp, ce qui était intéressant, c'est le côté interaction, où en fait, sur les SMS, la manière dont tous les outils des SMS sont structurés, les gens ne peuvent pas te répondre. D'ailleurs, ce serait peut-être possible de le faire techniquement, je ne sais pas pourquoi les outils... C'est là, ouais. Mais en tout cas, tous les outils qu'on a vus, qu'on utilise quasiment, ne te permettent pas après de répondre directement aux SMS. Et surtout, en fait, ça va coûter un peu cher. Parce que si tu commences à répondre à SMS, ton SMS qui coûte quelques centimes évidemment, mais si tu fais ça en masse, ça peut commencer à coûter de l'argent. WhatsApp, une fois que la personne a reçu et qu'elle interagit, après derrière, c'est un coût pour la session d'interaction, et puis c'est tout. Donc ça permet vraiment d'avoir, encore une fois, cette touche un peu plus humaine, où si la personne a question, on essaye d'y répondre. Et du coup, notamment sur WhatsApp, on essaie de construire un mix entre de l'automatique et de l'humain, où en fait, toujours dans cette optique de vouloir garder de la touche humaine, mais en même temps de pouvoir scaler, ce qui n'est pas toujours possible avec des équipes réduites, évidemment. Où on essaye de faire en sorte que si le client a des questions standards, on fait ça avec un bot, et dès qu'on détecte qu'il y a une question un peu moins standard ou quelque chose comme ça, il y a un humain qui prend le relais, et on essaie vraiment de trouver le bon équilibre entre les deux, et pareil en fait sur toutes les demandes clients, quelle que soit leur nature et là d'où elles viennent. Hyper intéressant. Et une petite question de curiosité, comment vous intégrez WhatsApp et les SMS à vos workflows? C'est quelque chose qui est finalement assez atypique, parce que Klaviyo, qui est par exemple largement utilisé sur les workflow marketing, ne permet pas en France, sauf en utilisant du coup d'autres outils, de faire du SMS. Ou WhatsApp, je pense pas non plus, je suis pas sûr. Du coup, comment on fait pour gérer ce truc-là? Je crois que vous n'avez pas Klaviyo, vous avez Email Club, mais du coup tout ça. Si Email Club, c'est l'agence et on utilise Klaviyo comme outil. Ok, très bien. En gros, du coup, sur l'email, évidemment, on utilise Klaviyo, donc avec tous les flows multiples dont je t'ai parlé tout à l'heure. Sur le SMS, on utilise un outil qui s'appelle SMS Bump. Et qui du coup on l'avait choisi parce qu'il a pas mal d'intégration avec plein d'outils de notre galaxie d'outils en fait, et qui permet d'aller piocher de la donnée sur notre outil d'abonnement, sur Shopify, sur Klaviyo, etc. Donc pour enrichir les flows et faire des trucs qui sont pertinents, et pas juste en mode un message marketing en mode sur lequel tu vas envoyer stop tout de suite, parce qu'en fait le truc est vraiment pas pertinent. Rien que mettre le prénom de la personne, déjà ça aide sur l'engagement et la conversion. Donc on est plutôt content de cet SMS Bump là, l'outil qu'on utilise. Et sur WhatsApp, pour l'instant, c'est un peu plus récent, on va dire, donc il y a moins d'outils. On utilise un outil qui s'appelle AI Sensi, qui est un outil indien qui permet de faire des trucs pas mal, mais qui n'a pas encore beaucoup d'intégration, notamment pas d'intégration avec Klaviyo, là où réside la majorité de nos clients first party. Et du coup, on est en train de regarder différents outils. Je sais que par exemple, il y a iFounders là, qui a lancé un nouvel outil qui s'appelle WhatsApp X, qu'on va essayer de tester pour voir un petit peu si c'est mieux. Et clairement, en fait, dès qu'on trouve un outil qui est mieux, nous, je trouvais qu'on a un peu
pas beaucoup de fidélité sur les outils. Ou quand quelque chose marche mieux, ça marche mieux et du coup on l'utilise. Trop bien, hyper intéressant. Et c'est effectivement, c'est des canaux conversationnels qui sont finalement pas si explorés que ça en France, en Europe, je pourrais pas dire, mais et pourtant de plus en plus explorés aux États-Unis. Il y a beaucoup d'articles, notamment sur Practical Commerce, un site qui parle beaucoup de e-commerce, sur l'utilisation de plus en plus massive du conversationnel, que ce soit du conversationnel, du coup, effectivement, comme WhatsApp ou comme le SMS marketing. Alors, le SMS marketing est beaucoup utilisé aussi aux États-Unis. Ouais. Et c'est effectivement étonnant qu'il n'y ait pas, vu les taux de lecture, vu les taux d'engagement qu'il peut y avoir sur ces canaux, qu'il n'y ait pas autant de marques en France qui en tirent bénéfice. Complètement. Et je pense que c'est peut-être en partie dû, et c'est une peur que j'avais moi-même, qui est au final qui s'est pas confirmée, c'est que en France, et peut-être en Europe de manière générale, mais je peux moins parler, je connais quand même beaucoup mieux le marché français, il y a beaucoup les e-commerçants et les marchands ont peur que le SMS soit peut-être un peu trop intrusif et dessert un petit peu, fasse trop spam, même scam, parce qu'en fait, il y a des grandes boîtes qui utilisent le SMS où, je te dis, c'est super pas personnalisé, le message n'est pas pertinent, tu le reçois, tu sais même pas comment ils ont eu ton numéro, et t'as le fameux stop au 92 500, et la première chose que tu fais, c'est que tu envoies stop au 92 500, ou tu fais rien d'ailleurs. Et au final, si tu arrives à personnaliser ces SMS et à les rendre pertinents, c'est-à-dire les lier en fait à... Le mieux, c'est de les lier à une action qu'a fait l'utilisateur. Donc typiquement, la personne a pris un abonnement, elle va recevoir quelque chose dans 2 jours, c'est pertinent de lui envoyer un SMS parce que c'est dans son intérêt en fait. Tu fais pas un truc juste pour ta marque, tu fais un truc pour la prévenir qu'il y a tel truc et qui est probablement déclenché par une action qu'elle a faite. Et au final, cette peur que j'avais sur le SMS et aussi peut-être sur WhatsApp, qui était peut-être trop intrusif, un petit peu trop spam, en fait, ça se révèle, c'est faux. Les gens, ils sont tout à fait OK à ce qu'on leur envoie des SMS, du moment qu'on leur envoie pas trop, du moment qu'on leur envoie pas des trucs qui n'ont rien à voir avec leur vie. Donc franchement, allez-y. Faites du SMS, faites du WhatsApp. Et en plus, c'est une opportunité, une grosse opportunité, parce que comme tu le disais, effectivement, malheureusement, il y a des gens qui ont, de manière soit mal intentionnée, soit de manière, je dirais, maladroite en faisant du marketing mainstream. Enfin, on crée quand même, en vrai, une opportunité, parce que du coup, quand tu fais un SMS personnalisé, et vu ils sont pas nombreux à faire des SMS personnalisés, ils sortent du lot facilement. Et donc je trouve que c'est un truc qui est un peu sous-exploité, mais du coup, même les premiers mots du SMS, il suffit qu'ils soient un peu surprenants, personnalisés, ils sortent totalement du lot, vu que sur le SMS, effectivement, il y a une foule d'acteurs qui font des trucs très peu personnalisés. Donc effectivement, je pense que c'est une opportunité folle. Je suis entièrement d'accord. Trop bien, passons à la dernière partie, parce que je vois l'heure et on parle beaucoup. La dernière partie, très rapide. Je voulais juste savoir, Arnaud, tout à l'heure tu parlais d'inspiration, je crois, d'une boîte anglaise. Est-ce que justement, tu vois, t'as une espèce de routine, de veille, de contenu que tu lis, je sais pas, de gens qui t'inspirent, de marques qui t'inspirent, que tu peux conseiller? Ouais, complètement. C'est classique pour tous les gens qui font le métier. Déjà, je commence avec une grosse liste de bench, que ce soit proche de notre secteur ou non. Donc évidemment, on suit la concurrence, ce que fait la concurrence, que ce soit en France ou même dans des pays dans lesquels on n'est pas présent, genre les UK ou les US. Mais aussi des benches qui sont plus lointains de notre secteur, mais parce que précisément l'expérience utilisateur est intéressante. Typiquement, ça va pas être un bench très surprenant, mais rien que de voir ce que fait Instagram sur la manière dont ils font évoluer leur feed, dont ils font évoluer leur menu, ça permet de nous inspirer, parce qu'en fait, toutes les expériences qu'ils font affectent les gens directement, parce que pratiquement tout le monde utilise Instagram, en tout cas dans notre cible. Et du coup, ça habitue les gens en fait à des comportements et à des utilisations qui après s'y retrouvent sur notre site. On peut les introduire et on peut les utiliser pour ça. Donc typiquement, un truc qu'on a fait,
on a reproduit un petit peu ce qu'on appelle un bottom menu, c'est-à-dire au lieu de mettre un burger menu que tu ouvres et après tu es un peu perdu dans toutes les options qu'il y a, on a un menu qui est accessible au pouce facilement, plutôt que qui est en haut à gauche de l'écran. Et bah, typiquement, on a copié celui d'Instagram. Ouais, c'est faire de la veille sur les patterns d'acteurs si gros qu'en fait, ils créent des patterns tous les jours qui sont assimilés par les users. Quoi. Exactement. Et ça, c'est une ressource qui est assez intéressante là-dessus, que j'utilise pas mal. C'est une boîte de... Je crois qu'ils font du consulting en UX, en gros, au Canada, qui s'appelle growth.design. Où en fait toutes les 2 semaines, tous les mois, ils font des case studies d'interaction UX, que ce soit la monétisation de Strava ou l'onboarding de l'app de méditation calme. Et franchement, leurs case studies sont super bien faites. Et surtout, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un focus vraiment sur l'équilibre dont on parlait tout à l'heure, l'équilibre entre expérience utilisateur positif et métrique business, où vraiment ils essaient de faire le design le plus éthique possible en fait, en évitant un petit peu tout ce qu'on appelle les dark patterns, c'est-à-dire les trucs qui sur le court terme te permettent d'augmenter ta métrique business, mais sur le long terme vont détériorer ton expérience client. Et du coup, ça sera bien pour ta business review avec ton boss à la fin du mois, mais par contre, sur le long terme, c'est pas ça qui construit une marque, quoi. Donc ça, grosse recommandation, parce qu'ils font vraiment du très bon taf, growth.design. À part ça, je suis beaucoup Hacker News. Donc ça, c'est classique aussi, mais ça permet vraiment de rester à la pointe de tout ce qui se passe dans la tech et de tout ce qui peut être testé. Que ce soit les différentes évolutions de ChatGPT ou des boîtes qui parlent d'eux-mêmes sur ça. Et dans la même optique, pas mal Product Hunt, classique aussi, où notamment pour un petit peu tester de nouveaux outils, c'est là où tous les outils no code, tous les outils d'interaction client vont se lancer et tu vas pouvoir voir, ok, ça j'ai envie de tester, ça sert à rien, etc. À part ça, pas mal plus sur des inspirations du coup de contenu française. Franchement, par exemple, Yann que tu as reçu sur le podcast, je trouve qu'il fait du bon taf sur le contenu qui est produit, que ce soit sur LinkedIn, etc. Donc ça, je le suis pas mal. Je trouve ça vraiment cool. Et sinon, il y a j'ai oublié le nom. Est-ce qu'il va revenir ? C'est une newsletter, c'est la Growth Week ou la Growth, je sais plus quoi, qui est vraiment bien, et en plus qui a une base Notion avec toute leur newsletter qui est super bien faite. Voilà, quelques inspirations. Trop bien. Merci beaucoup Arnaud. Si on veut échanger avec toi, poursuivre la discussion avec toi, on peut te contacter comment ? Sur LinkedIn, par email ? Franchement, par email, c'est le plus simple. arnaud@900.care. Je ne promets pas d'être super réactif, mais je répondrai à un moment donné. C'est le principal. Et du coup, si on veut acheter des produits éco-responsables et en plus de bonne qualité, on peut aller sur 900.care. Tout à fait. Trop bien. Merci beaucoup Arnaud et puis à bientôt pour le prochain épisode de l'Avant-Garde. Merci à toi.